On est 15. Je me dis qu'on va pouvoir commencer tranquillement. Donc du coup, pour ceux qui sont arrivés entre-temps, les petites règles, alors si vous êtes déjà venus sur nos webinaires, en général, c'est les mêmes. Les questions, c'est dans Slido. Donc Slido, c'est une application qui est à part. Vous pouvez y accéder directement par Internet via le lien qui est sur la slide. Donc tout simplement www.slide.do ou slido.com, ça marche aussi. Et vous utilisez le code EIC Transition. Et sinon, tout simplement, si vous avez votre portable ou une tablette, vous pouvez scanner le QR code qui est à l'écran. Même si vous fermez la page, vous verrez qu'on a rajouté en haut à droite sur toutes les slides le code et le QR code. Donc, vous pouvez rejoindre à tout moment. Donc, ça vous permet de poser des questions et de aussi liker les questions qui vous intéressent également. Si quelqu'un que vous ne connaissez pas a mis une question qui vous intéresse, vous pouvez la liker. Donc, elle remontera dans les priorités. Donc, nous, ça nous permet de savoir ce qui intéresse aussi majoritairement les personnes qui sont au webinaire. Sinon, les règles, on va dire, plus générales, donc du coup, dans le chat, pas de questions. Après, s'il y a un problème technique, comme je le disais précédemment, il ne faut vraiment pas hésiter à le mettre dans le chat, il ne faut pas passer par Slido. Coupez vos micros, vous pouvez lever la main si vous souhaitez intervenir, vous êtes vraiment libre de ça, surtout qu'on est en petit comité. Donc bon, il y aura un moment questions-réponses, donc c'est propice, mais s'il y a vraiment un moment où on vous perd, où il y a quelque chose qui n'a pas été clair, vous n'hésitez pas à lever la main. Et on vous laissera la parole et voilà. Donc c'est parti, donc je pense qu'à peu près tout le monde est là. Donc déjà pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est le PCNEIC Pathfinder et Transition, on est une équipe de 3 personnes. Donc pour ma part, je suis Elsa Urquizar, je suis la coordinatrice, c'est-à-dire que je suis à 100 au ministère et sur cet emploi-là. Et je suis accompagnée pour cette tâche de 2 personnes, Laurent Vol que vous voyez à l'écran, qui est à 40 sur cet emploi-là et qui est sinon à la CCI Bourgogne-Franche-Comté. Il y a aussi Chiara, qui n'est pas là pour l'instant, qui est en congé maternité, mais qui reviendra parmi nous très bientôt, pardon. Et qui est aussi à 40 et elle est à l'Université de Lille. Donc voilà, on est tous les trois à votre service. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter via l'adresse générique que vous voyez à l'écran. On pose pas mal d'infos sur LinkedIn. Sinon, on a une liste de diffusion à laquelle vous pouvez vous inscrire où on envoie toutes les infos. Et on vous a mis aussi un petit lien pour notre webinaire transition. Donc là, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en intro, mais c'est un webinaire qui n'est pas une présentation de transition. C'est-à-dire que bien sûr, on va repasser brièvement dessus pour mettre le contexte, mais on n'est pas là pour, on va dire, présenter la philosophie de l'appel. C'est un webinaire qui s'adresse aux personnes qui sont déjà en train de déposer ou qui ont déjà déposé des transitions et qui veulent vérifier, on va dire, les détails de cette proposition et que vous avez bien, on va dire, pensé aux éléments pertinents. Donc le programme, en fait, ça va être un petit rappel de la philosophie de l'EIC Transition. Puis on va voir la candidature, les points d'attention, notamment sur le portail et sur la partie A, qui est la partie administrative qui se fait totalement de façon dématérialisée. Et puis finalement, bon, la partie B, qui est le document scientifique, en fait, qui est là où vous allez passer le plus de temps, je pense. Comment se passe le processus d'évaluation, comment se passe l'uploading de la partie B sur le portail et aussi ce qui est attendu de votre part pour les différentes sections excellence, impact et implémentation. Et puis finalement, la fameuse checklist. Donc, on va faire un rappel très bref de ce qui est le Conseil européen de l'innovation. Donc, ça se trouve dans le pilier 3 d'Horizon Europe, qui est le programme cadre de la Commission européenne pour le financement de projets de recherche et d'innovation. L'objectif de cet organe, l'EIC, c'est de faire l'Europe un leader de l'innovation. Ça veut dire que les objectifs principaux, ça va être de financer de l'innovation dite radicale à haut risque, créatrice de nouveaux marchés, c'est-à-dire quelque chose qui n'a jamais été fait et donc risqué par son essence de rupture. Et l'EIC s'impose comme, on va dire, le mentor de ces technologies qui sont encore trop risquées pour le marché et qui ont besoin de financement parce que risque sous-entend souvent besoin de beaucoup de ressources, que ce soit des ressources humaines ou des ressources financières. Donc, cette EIC couvre l'ensemble de l'échelle TRL. On va du TRL 1 au TRL 9. Et pour ça, on a 3 gros instruments. Pathfinder, qui va être sur les TRL plutôt bas. Transition, qu'on va présenter aujourd'hui, qui est justement, qui porte très bien son nom, enfin, la transition, on va dire, entre la recherche qui sort du labo avec une preuve de concept jusqu'à, on va dire, les prémices de la mise sur le marché avec un business plan qui commence à bien tenir la route et commence à être bien mis en place pour finaliser finalement la lancée sur le marché avec l'accélérateur. Donc, pour avoir une approche plutôt complémentaire, l'EIC a décidé pour ces 3 instruments d'avoir une approche hybride
avec des appels qu'on va dire bottom-up, donc open, la thématique n'est pas fixée, qui sont des appels blancs, on peut dire ça aussi. Et puis finalement aussi des appels top-down, donc challenge, qui sont des appels thématiques fléchés, bien précis. Et maintenant, c'est à toi, Laurent, je te laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, l'EIC Transition, un petit rappel, hein, mais je pense, comme l'a dit Elsa tout à l'heure, que vous êtes là essentiellement parce que vous avez écrit un projet ou êtes en train de réfléchir à en écrire un, mais peut-être un rappel quand même des grands principes. Donc, il s'agit de transformer les résultats de recherche de TRL 3-4, comme on le disait, en une innovation, je dirais, qui ensuite va pouvoir être amenée à une étape ultérieure et in fine sur le marché. Donc, ce sont des activités qui vont au-delà de la preuve expérimentale en laboratoire, hein, qui sont, elles, menées dans le cadre du Pathfinder. Donc, il y a, je dirais, deux activités parallèles, à la fois une maturation et une validation de la technologie, c'est-à-dire depuis le labo vers des environnements d'application pertinents. Et également, en parallèle de cette activité, je dirais, de développement technologique, une exploration du business model, du modèle je dirais, de développement, de mise sur le marché, de rentabilité, en vue d'une commercialisation. Donc, on a rappelé ici les différentes activités qui sont possibles dans le cadre de cette action de validation euh, plutôt business ou économique, hein, c'est-à-dire à la fois des activités d'études de marché, d'analyse de la rentabilité, de perspectives d'évolution. Un point important, et on y reviendra, qui est la protection de la propriété industrielle. Pas que la protection, d'ailleurs, la stratégie de protection, la compétitivité, la concurrence, etc. Donc, les résultats qui sont attendus à l'issue d'un EIC Transition, c'est une technologie dont l'efficacité a été démontrée dans un environnement d'application, donc au-delà de l'aspect expérimental, le laboratoire, et un business model validé je dirais déjà des bonnes idées de comment on va atteindre le marché et comment on va éventuellement aussi, on y reviendra tout à l'heure, lever les différents fonds nécessaires. Donc, c'est pour ça qu'on dit être prêt pour le step suivant. Le step suivant, c'est quoi? Dans le déroulé de l'EIC, c'est l'EIC accélérateur. Alors, ça ne veut pas forcément dire que tout projet de transition doit déboucher vers un projet EIC accélérateur, parce que je vous rappelle qu'un EIC accélérateur, c'est porté par une PME uniquement. Un EIC transition, ça peut être porté par plusieurs partenaires. Mais voilà, il faut avoir quand même une stratégie sur ce qu'on va faire à l'issue du projet. Alors, je prends le contrôle. Voilà. Est-ce que ça marche si je... Tout le monde voit? C'est bon. Ouais, c'est parfait. Voilà. Alors moi, je vois pas bien, mais c'est pas grave. Donc, peut-être quelques informations sur les résultats. Alors, le Transition, c'est un nouvel instrument qui a été lancé dans le cadre d'Horizon Europe. Et donc, pour l'instant, il n'y a eu que ce qu'on appelle deux cut-off, un en 2021, il y a à peu près un an de ça, et puis un au printemps, au mois de mai. Alors, les premiers, sur les résultats de 2021, donc, on a eu 292 propositions déposées. Alors, si vous vous rappelez la philosophie globale dans l'EIC, vous avez ces trois instruments, mais vous avez aussi deux approches. Une approche totalement ouverte, qui s'appelle le Open, et une approche Challenge, où, je dirais, la Commission européenne va mettre des sujets, des défis prioritaires par rapport à ces politiques publiques, sur lesquels, je dirais, une partie du budget va être plus particulièrement fléchée, donc pour des projets rentrant dans ces défis. Donc, généralement, il y en a deux ou trois, enfin trois en 2022, on le rappellera tout à l'heure, et il y en avait deux en 2021, si ma mémoire est bonne. Donc, on avait eu donc 292 propositions déposées, vous envoyez le découpage, et 42 projets qui ont été retenus au final, ce qui fait un taux de succès au niveau européen relativement bon, voire élevé en ce qui concerne le Transition Challenge.
puisque vous savez que pour Horizon Europe, hein, pour un instrument d'Horizon Europe, voilà. Alors, les résultats français étaient un petit peu mitigés, puisqu'on n'a pas eu de coordination française qui ait passé la barre d'admission. Malgré tout, 6 partenaires français dans des consortia ont pu être financés et donc un total de 4 millions d'euros reçus par des entités françaises. Alors, on a eu beaucoup de projets inéligibles malgré tout, hein. C'est-à-dire que sur les 292 déposés, il y a eu 60 projets qui étaient inéligibles. Peut-être pour des questions d'incompréhension au départ, et c'est pour ça que je vais profiter là de faire un tout petit arrêt, même si je vais y revenir 4 fois pendant le webinaire. Les principales raisons d'inéligibilité ont été les suivantes, pour que vous soyez sûr que vous ne soyez pas dedans. La première raison, ça a été que le projet ne s'appuyait pas sur les résultats d'un projet éligible, puisque vous savez que le lycée de transition, pour déposer un lycée de transition, il faut que vous puissiez comment dirais-je, que votre projet soit issu des résultats d'un projet antérieur, qui peut être soit un FET Open, soit un Pathfinder Pilot, donc le nouveau nom des FET dans la fin de l'horizon 2020, soit un ERCPOC, soit on verra sur la slide suivante quelle est l'origine des différents projets qui ont été déposés en 2021. Donc, certains projets n'avaient aucun lien avec un projet antérieur, ou alors un projet antérieur qui était, excusez-moi, voilà. Ou alors un projet antérieur qui était hors période d'éligibilité, puisque non seulement votre projet doit être issu des résultats d'un ancien projet, mais le dit projet doit être fini depuis moins de 24 mois, ou s'il est encore en cours, être commencé depuis plus de 12 mois. Donc ça, c'était un des premiers critères de l'éligibilité qui a éliminé certains projets qui n'avaient pas bien vu ça. Deuxième critère, et là, c'est vrai qu'il y a eu un petit imbroglio, on peut dire, en 2021, qui n'est pas de notre fait, mais qui est du fait je dirais, un peu des institutions mouvantes. C'est les pays tiers qui traditionnellement faisaient partie d'Horizon 2020 et qui ne font pas encore ou pas partie d'Horizon Europe, et qui sont des pays assez impliqués sur la dynamique R&D, c'est-à-dire le Royaume-Uni suite au Brexit et la Suisse. Donc voilà, donc on a eu donc ces inéligibilités à cause de cela. Donc je voulais le souligner pour que cette année, tout le monde soit bien dans l'attention par rapport à ces critères. Alors voilà, vous avez donc la liste des. Alors je ne sais pas pourquoi je ne vois pas bien l'écran, mais c'est pas grave. Je vais lire quand même. Donc vous voyez que ça, c'est la liste des projets qui ont été retenus parmi les 42 projets retenus. Sur quel projet d'origine ils s'appuient? Donc on voit qu'il y a quand même une majorité de RCPOC ou de FET Open. Voilà, c'est pour illustrer. Alors 2022, le premier cut-off qui était au mois de mai, et on a eu les résultats au 15 août, hein, c'était la nouvelle du 15 août. 165 propositions déposées, 143 sur le lycée de transition Open, 22 sur le Transition Challenge, et donc 20 projets retenus au final. Donc là, on voit que les taux de succès sont toujours assez élevés, notamment sur le Transition Challenge, hein, où ils sont à près de 20%, voire même pour ce qui est des entités françaises, à pas loin de 30%. Donc c'est vraiment Transition Challenge est vraiment un instrument où il y a pour l'instant assez peu de projets déposés, et finalement des projets bien dans le scope, et donc avec assez fortes chances d'être retenus. On a cette fois-ci donc 2 coordinations françaises, toujours 6 partenaires, et je dirais une part de financement pour les entités françaises en augmentation. Alors, ceci étant dit, qui peut soumettre quelle taille de consortium? Donc, pour rappel, hein, parce que là encore, je pense que vous aviez vu dans notre webinaire du 30 mars. Donc, on peut déposer un EIC transition si on est en monobénéficiaire, c'est-à-dire une entité juridique unique provenant d'un État membre ou d'un État associé, mais de toute façon, si c'est unique en ce qui concerne aujourd'hui tous autour de la table, vous êtes
des entités françaises, donc le problème ne se pose pas. Attention, c'est uniquement le projet le projet monobénéficiaire ne s'adresse qu'à des, je dirais, des entités qui ne sont pas des grandes entreprises. Voilà. Donc, les grandes entreprises ne peuvent pas déposer un projet en monobénéficiaire seules. Enfin, voilà, donc en monobénéficiaire. On peut avoir donc des consortiums de 2 entités provenant de 2 États membres ou États associés différents. États associés, je rappelle encore une fois, ce sont bien des pays qui ont une association officielle et existante au jour où le projet est déposé avec Horizon Europe. Donc là encore, on l'a marqué en rouge, mais on le répétera jamais assez. Attention au Royaume-Uni et à la Suisse, qui comptent comme des pays tiers. Et puis, vous avez aussi la possibilité, plus classiquement, de déposer au travers d'un consortium de minimum 3, maximum 5 entités de 3 pays différents, au minima. Pareil, États membres ou associés. Par contre, une petite subtilité, et c'est pour ça qu'on l'a souligné en orange, même si ce n'est pas une condition écrite, le maximum de 5 entités est une condition attendue. C'est-à-dire que si, par exemple, vous savez que pour illustrer ce que je viens de dire, lorsque vous vous impliquez dans un consortium, une entité britannique ou suisse, par exemple, ou d'un autre pays tiers, et celle-ci ne compte pas dans le décompte du nombre de pays minimum. Donc, par exemple, vous allez aller au-delà du nombre de pays minimum. Mais si vous avez, par exemple, 5 entités européennes plus une entité britannique, dans le décompte, ça va faire 5. Toutefois, ça fait bien 6 partenaires. Et même si, là, encore une fois, ce n'est pas une règle écrite, la Commission nous a redit dernièrement qu'ils estimaient qu'à plus de 6 entités, quelle qu'elle soit, le projet, ce n'était pas dans l'esprit d'intransition et ça pouvait être reproché. Donc voilà. Donc c'est un maximum de 5 entités, quel que soit le pays, voilà, et un minimum de 3 pays membres ou associés différents. J'espère que j'ai été clair, sinon on répondra aux questions. Point important, et la Commission l'encourage d'ailleurs de plus en plus, enfin nous demande de l'encourager, il n'y a pas obligation d'avoir fait partie du précédent consortium. C'est-à-dire, vous devez montrer que vous êtes titulaire des droits d'exploitation des résultats d'un projet parmi les projets, les programmes éligibles précédents, FET Open, Pathfinder, ERCPOC que j'ai mentionné, mais vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir fait partie du consortium. Voilà. Vous pouvez soit rentrer dans un consortium où certains des partenaires sont issus de ce projet, soit être titulaire, par exemple, si vous êtes une spin-off d'un laboratoire qui a participé à l'un de ces projets, être titulaire des droits d'exploitation de la propriété intellectuelle de ces projets. Voilà. Et il faut démontrer que vous en êtes bien donc propriétaire, vous en avez les droits. Alors sachez que le IC Transition, en 2021, on avait à peu près 37 des participants qui étaient des entreprises, enfin généralement même des PME. Et même 35 des coordinations. Voilà. Par parallèle, sur le Pathfinder, on est à peu près à 25 de participants entreprises et très peu, très peu, quelques pourcents au niveau de coordinateurs. Et à l'autre bout du spectre, vous savez que le IC Accelerator, là, on est à 100 sur des PME. Donc voilà, on voit qu'il y a une transition entre les résultats expérimentaux, des résultats en in situ, si je puis dire, et ensuite je dirais un développement vers le marché. Alors, quel budget, quelle durée? Donc, 2 cut-off par an pour l'instant, peut-être toujours 2 l'année en 2023, on ne sait pas encore bien. Donc il y en a eu un le 4 mai et celui du 28 septembre pour lequel j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous, ont rédigé une proposition. Donc la contribution de la commission, elle s'étale entre 500 KE et 2,5 millions d'euros, selon, je dirais, ce qui est approprié
par rapport à vos besoins et ce qu'on peut signaler, c'est que le budget moyen des projets financés en 2021, il était de 2,4 millions d'euros. Alors là, j'attire juste une petite, votre attention. On a eu encore des projets inéligibles, lors du cut-off de mai, mais on en parlait hier avec Elsa, on a vu de 2-3 projets, on a vu qu'ils avaient demandé 20 millions. Donc voilà, ils étaient inéligibles ou plutôt inappropriés, voilà. Donc voilà, soyez ambitieux mais raisonnables. La durée peut être de 12 à 48 mois, même si, c'est pas spécifiquement, bloquant, parce que c'est pas indiqué, explicitement dans le work programme. Bon, toutefois, on a observé une durée moyenne de 3 ans à peu près. Alors pour le budget disponible sur le IC Transition en 2022, donc 70 millions sur le Open et 60 millions sur le Challenge, ce qui explique qu'en fait sur le Transition Challenge, on a presque autant de budget que sur le Open avec beaucoup moins de projets, qui sont déposés. Donc dès lors que le projet est de bonne qualité, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas dépenser le budget pour le dépenser si les projets ne sont pas bons, mais dès lors qu'ils arrivent au seuil d'admission, si je puis dire, ils ont beaucoup de chance après, d'être retenus, à l'issue de la phase orale. Je Et repasse la parole à Elsa. oui, merci. Et je voulais juste, compléter ce que tu viens de dire, notamment, sur, le fait de déposer sur les challenges et qu'en soi, il n'y a pas beaucoup de dépôts. C'est sûr que les taux de succès pour les challenges, ils sont importants. Par contre, comme tu l'as dit Laurent, ils vont pas financer pour financer. La preuve étant que ce cut-off de mai, comme on a pu le dire, il y avait 3 challenges et il y a un challenge où aucun projet n'a été retenu, alors qu'il y a eu des dépôts. Donc ça sera toujours raisonné, c'est pas, non plus, on va dépenser tout le budget parce qu'il faut dépenser le budget. S'ils ne le dépensent pas, ce n'est pas grave, mais il faut quand même saisir l'opportunité parce qu'on voit qu'il n'y a pas non plus une aussi grosse concurrence qu'on peut retrouver sur les transitions open ou même si on va plus loin, les Pathfinder open et tout autre appel. Après cette présentation, on va dire ce rappel de l'EIC Transition, on va repasser sur le côté un peu plus pratique de ce webinaire, qui est la candidature. Et notamment, on va commencer par la candidature, pas des moindres, mais la candidature en ligne. Donc, la soumission, c'est tout de manière électronique sur le Funding and Tenders Portal. Vous avez donc accès à votre projet et vous allez directement sur cette page-là, vous allez trouver toutes les infos, vous allez retrouver les templates, etc., etc. Donc, on va faire un petit exemple pas à pas sur comment se déroule, on va dire, l'accès à ce portail. J'imagine que la bonne partie d'entre vous l'ont déjà fait, ont déjà leur projet de prêt, mais sait-on jamais, comme ça, on revoit ça ensemble. Et on a mis un petit attention, ne pas attendre la dernière minute pour remplir la partie A. On sait bien que ce n'est pas bien sûr le cœur scientifique du projet, donc des fois on se dit bon, je ferai ça à la fin. Mais c'est important parce que selon les problématiques de votre projet, des questions éthiques, des questions cliniques, vous allez vous retrouver à faire des documents de dernière minute et à remplir des informations administratives qui peuvent être au final assez chronophages. Alors bon, c'est relatif, hein, mais ça serait dommage de se mettre un pic de stress très peu de temps avant la deadline. Donc, comment ça se passe sur le Funding and Tenders Opportunities Portal? Simplement, si ce n'est pas fait, vous créez un compte avec vos identifiants, votre mot de passe. Vous allez chercher l'appel en ligne directement et vous allez avoir une opportunité, enfin une petite case à cocher pour demander d'ouvrir un draft de la proposition. Donc, à ce moment-là, on va vous demander le titre, l'acronyme, l'organisation coordinatrice. Attention au PIC, c'est le numéro d'identification de l'organisation. Et on va vous demander le contact principal. Donc, pour revenir déjà sur le côté PIC, si vous avez une organisation type CNRS, CEA, université, donc ce n'est pas votre premier projet européen, vous avez un numéro officiel. Donc déjà, avant ça, contactez votre service d'accompagnement. Dans les instituts publics, vous en avez un, on va dire, systématiquement. Donc, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide là-dessus et aussi, du coup, à demander le bon numéro de PIC. Ils seront d'une aide précieuse. Si vous êtes dans une entreprise, donc peut-être que ce n'est pas votre premier projet européen, donc vous avez déjà un PIC validé. Si ce n'est pas le cas, vous devez passer par un processus de création de PIC. Si je ne dis pas de bêtises, s'il n'est pas validé d'ici la fin de deadline, enfin de la deadline, donc là, en septembre, ce n'est pas grave. Si votre projet est retenu, il y aura une phase de validation du PIC, donc du numéro. Donc, pas de panique. Il me semble que nos collègues du PCN juridique et financier ont fait
des présentations sur comment faire un PIC et comment ça se passe, mais c'est très important de prendre ça en considération. Et petit point aussi, le titre, acronyme, organisation, notamment, c'est changeable après. Donc, vous pouvez très bien mettre à compléter, il ne faudra juste pas oublier de le compléter. Donc, ce n'est pas définitif, c'est juste qu'il faut que vous rentriez des données de base pour pouvoir accéder au draft. Donc là, en plus, voilà, on revient sur la page qui va vous être présentée. Donc là, par exemple, on a fait un test avec la coordination avec l'Université de Lille. On a le numéro de PIC de l'Université de Lille, on a les contacts qui sont à ajouter au fur et à mesure, donc le main contact qui va être le coordinateur, et après on a d'autres contacts qui sont en fait d'autres personnes à identifier dans cette institution. Et là, on a des parties affiliées, donc ça c'est beaucoup lié aux problématiques, on va dire françaises, alors pas que, mais quand même. Notamment avec ce qu'on appelait dans Horizon 2020 les tierces parties liées, mais maintenant qui sont les parties affiliées. C'est si un chercheur ou une personne employée par quelqu'un d'autre dans votre UMR, donc dans votre unité mixte de recherche, travaille sur le projet avec vous, donc il faut déclarer ses coûts, donc vous allez devoir l'ajouter. Donc vous voyez, c'est à ce stade-là qu'il faut ajouter, ce n'est pas à faire au moment de la contractualisation. C'est là que vous allez demander donc le numéro de PIC d'identification du coup de l'établissement où est affilié votre collègue qui va participer avec vous sur le projet. Et après, en dessous, vous rajoutez les autres partenaires. Donc, ne vous inquiétez pas, les parties affiliées ne comptent pas comme un partenaire à part entière. Je sais qu'il y a eu des bugs, si on peut appeler ça, sur le portail l'année dernière. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais quand on voyait la numérotation des partenaires, la partie affiliée apparaissait comme, je ne sais pas, partenaire numéro 2. Non, ne vous inquiétez pas, ils ont en interne l'indication que c'est une partie affiliée ou que c'est toute autre entité qui est liée à votre établissement de base. Donc ça, bien faire attention, il faut bien contacter les services support et faire ça dans les règles de l'art, si je puis dire. Donc voilà un aspect à ne pas négliger. Et après, une fois que vous avez rempli ces données-là, normalement, vous allez accéder à cette page, qui est en fait la page, on va dire, de base. Si vous voulez retourner sur ce qu'on vient de voir, vous cliquez tout simplement dans Back to the participant. Bon, j'arrive pas à lire de là, mais en tout cas, vous cliquez sur Back, vous retournerez sur la page de base. Vous avez toujours l'indication de la deadline, combien de jours il vous reste. On ne l'a pas entouré, alors peut-être qu'on l'a entouré après, mais je ne crois pas, non. Vous voyez aussi Download, donc vous pouvez télécharger en bas à gauche, vous voyez les templates. Donc, quand vous vous demandez quels sont les templates pour cette année, ils sont là, tout simplement. Donc, vous trouvez toutes les informations. Et après, vous avez donc le petit carré bleu qu'on vient de vous entourer, qui est Edit Forms. Et c'est là-dedans, en fait, que vous allez compléter la partie A, qui est donc la partie administrative. Et donc, comment dire, rappelle les candidatures, commencer la soumission au plus tôt. C'est vraiment, il vaut mieux faire ça déjà pour avoir les templates, hein, c'est la base. Même si vous avez ceux de l'année précédente, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un petit changement qui fait que ça peut quand même vous prendre du temps à la dernière minute si vous vous en rendez compte. Et donc maintenant, on va passer dans la phase d'édition de ces formulaires administratifs qui sont nécessaires. Premier point, c'est que il y a des choses qui sont remplies automatiquement. Hein, vous voyez le numéro de l'appel, l'identification, etc. Ça, vous n'en avez pas à vous en préoccuper. On va vous demander le titre. Il est changeable à tout moment, hein, même si vous validez à partir du moment où vous n'avez pas soumis, et même quand vous avez soumis, je vais y revenir, vous pourrez y retourner. Il est changeable à tout moment. Vous avez la durée, toujours à indiquer en mois. Vous avez des mots-clés à mettre et des descriptors, comme on appelle ça. Donc, vous en mettez pour les mots-clés autant que vous voulez. Et les descriptors, vous avez un choix dans une liste déroulante qui est assez large. Hein. Vous allez sûrement trouver vos thématiques et les mots les plus pertinents. Donc, ce n'est pas à prendre non plus à la légère, même si ça peut le sembler. Ces mots-clés, ces descriptors, en fait, ils vont servir à la commission, ou du moins à l'EISMEA, donc l'agence exécutive de l'EIC, à trouver des évaluateurs qui sont pertinents en termes de thématiques. Donc là, vous mettez des mots qui vont être les éléments importants et au centre de votre thématique, du projet que vous portez. Et donc, plus vous en mettez, les descripteurs, il y a une limitation, mais plus vous en mettez, plus ça va aider la commission à trouver des évaluateurs les plus pertinents possibles. Donc voilà. Après, vous avez l'abstract, toujours. Hein, là, tout ce que je vais vous montrer, vous pouvez y retourner quand vous voulez. Il faut juste recliquer sur Forms et vous y allez. Donc, l'abstract, ça, c'est 2000 caractères. C'est non confidentiel. Ça veut dire que si votre projet il est retenu, il sera public. C'est ça qui sera mis sur les pages et les bases de données publiques des projets financés par la Commission européenne.
mais c'est aussi là où vous allez devoir décrire, ce qui est facile à dire, mais pas tant que ça à faire, les objectifs du projet, comment vous allez les atteindre et la pertinence que vous avez dans le cadre de ce work programme-là. Comment vous répondez, on va dire, aux attentes et vous rentrez pile plutôt dans le cadre d'un projet qui serait financé par l'EIC. Il faut que ce soit clair, bien écrit et dynamique, parce que c'est là où, en fait, il va y avoir la première impression des évaluateurs et il ne faut pas se leurrer, c'est des personnes qui lisent énormément de propositions et c'est la première impression qu'ils vont avoir de vous. Donc, bon, même s'ils n'ont pas envie même si ce n'est pas le meilleur abstract qu'ils aient lu leur vie, pardon, ils vont quand même lire la suite, mais vous savez que ça peut jouer en votre faveur si, au bout des premières secondes de lecture de votre abstract, ils sont à se demander ce que vous allez leur proposer et qu'ils ont envie de lire la suite. Donc, il faut vraiment faire attention, c'est, on va dire, la vitrine de votre projet. Là, vous allez retrouver les participants, donc plus en détail, les informations à indiquer pour tous les participants. Donc, bon, là, j'arrive pas très bien à lire, parce que c'est bien sûr sur mon petit écran. Mais il y a notamment des informations à fournir sur les personnes qui participent et sur le rôle de l'organisation qui participe également. Donc, ça, c'est bien à indiquer. C'est des nouveautés, je crois, par rapport à Horizon 2020, s'il y en a qui étaient habitués. Notamment sur la liste des personnes qui travaillent et leur description de travail, si je n'arrive pas à lire. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra quand même y répondre. Et c'est là où, comme vous le voyez, les participants apparaissent et en fait, bien que ce soit écrit rôle affiliated pour l'INSERM, d'ailleurs, je crois que c'est l'INSERM, c'est écrit numéro 2 dans la liste des participants. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas ça qui compte. C'est pas parce que vous en avez, par exemple, 2 parties affiliées dans votre organisme de base, donc du coup, ça apparaît comme 5 partenaires alors que vous étiez en fait à la base 3. Ne vous inquiétez pas, ils ont la distinction, ils font la distinction au moment de l'évaluation. Là, on va arriver sur le budget. Donc, le budget se fait aussi sur cette base-là. En tout cas, le budget, on va dire le template, le tableau, pardon, du budget. On va avoir notamment les coûts de personnel, donc les coûts de personnel permanents, normalement, notamment pardon, pour les organismes publics et aussi les CDD qui vont être à recruter. Donc, c'est aussi les post-docs, les personnes qui sont aussi en thèse, etc. etc. Vous allez avoir aussi les purchase costs. Donc, ça va être tout simplement les consommables ou les missions. Donc, les missions, ça va être tout ce qui est en fait les frais de mission que vous utilisez de base en fait dans votre établissement. L'équipement, donc les équipements pour ceux qui sont intéressés, il y a des règles assez strictes sur l'amortissement. Donc, ça, on vous laissera aller voir avec le PCN juridique et financier qui sont les experts. Les consommables et notamment tout ce qui est lié aux frais de dissémination, mais aussi aux frais de propriété intellectuelle. Ça, c'est complètement éligible. Tout ça va générer 25% de coûts directs qui sont automatiques, qui sont générés automatiquement, vous n'avez pas à les calculer. Et c'est le total que vous allez mettre au bout. Donc, coût demandé, coût du projet et puis coût demandé. Donc, normalement, comme c'est des projets qui sont, on va dire, remboursables à 100%, vous mettez ce qui est écrit dans coût du projet. Et puis finalement, vous voyez la sous-traitance, on a mis un petit point. Donc, la sous-traitance, c'est assez particulier. C'est pas vous pouvez l'utiliser, ça a une définition assez particulière pour la Commission européenne. C'est vraiment que vous allez externaliser toute une tâche de recherche de R&D du projet à une entité donc, du coup, externe au projet. Donc, vu que c'est toute une tâche et que c'est externe au projet, cette case-là ne génère pas de coût indirect. Donc, ça sera automatique. Vous verrez que si vous mettez, je dis n'importe quoi, 100 000 € en sous-traitance, bah, ça ne générera pas ces 25%. Donc, le budget, si on fait des points, on va dire des focus sur ce qui est important, le budget, ça permet d'avoir une vision globale par partenaire et par catégorie des dépenses. Et c'est dans la partie A qu'elle se trouve. Bien sûr, vous allez peut-être rentrer un peu plus dans les détails au fur et à mesure de votre projet en indiquant les rôles et les besoins de chacun. Mais c'est là où on va avoir une vision complète et où les évaluateurs vont pouvoir se poser la question, est-ce que le budget proposé selon les tâches décrites dans le projet et selon les ambitions du projet est cohérent? Donc, dans la partie B, par contre, il y aura le détail des personnes mois par work package et par participant. Il y aura aussi les détails sur la sous-traitance, les facturations internes si besoin et les contributions en in-kind par participant. Et puis, finalement, vous décrirez les purchase costs uniquement s'ils sont supérieurs à 15% des coûts de personnel, si je dis pas de bêtises. Et c'est une ligne séparée, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si en fait on l'a vu dans le tableau juste avant.
Oui, bah, on voit que le numéro 2, donc l'INSERM, a une ligne à part. Donc les affiliated entities ont leur ligne à part. l'EIC Transition, au final, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est une RIA, c'est-à-dire c'est Research and Innovation Action. Donc il n'y a aucune particularité de budget. Ce qui est éligible dans le cadre des RIA est éligible pour un transition. Et n'hésitez pas à vous faire aider pour le montage du budget. C'est quelque chose de technique qui n'est pas non plus très digeste. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Si l'un des partenaires n'est pas un État membre ou un État associé, la Suisse par exemple, dans la colonne Requested, vous mettez 0 parce qu'il ne demande pas de financement. Il y a des cas exceptionnels qui s'appellent, comme le porte très bien son nom, c'est Exceptional Fundings. Dans ce cas-là, vous pouvez demander le financement d'entités qui ne sont normalement pas éligibles au financement, on va dire une entité suisse, disons l'Université de Zurich. Voilà, on va prendre ça comme exemple. Si vous mettez ça, le risque, c'est qu'on ne considère pas que son aide, son rôle, soit unique au monde. Parce qu'effectivement, si l'Europe autorise le financement d'une entité qui n'est pas dans un État membre ou un État associé, c'est parce qu'elle considère qu'effectivement, l'expertise qu'apporte ce partenaire n'est pas duplicable par une autre entité qui se trouverait dans l'Europe. Donc, c'est vraiment, il faut bien le justifier. Et c'est un peu risqué, au final, même si ça peut se tenter, si vraiment si c'est vraiment un acteur qui est essentiel au projet et qui ne marcherait pas sans, vous pouvez toujours demander. Mais le risque, c'est tout simplement qu'on ne considère pas ça comme essentiel et que son budget se voit sucré. Et après, c'est les négociations avec la commission au moment de la contractualisation pour récupérer, imaginons, les 200 000 euros que vous aviez demandé pour Zurich et les réimplanter dans d'autres partenaires. Je pense qu'il y a très très peu de chances que ça marche. Donc c'est un peu risqué au final de faire comme ça, mais ce n'est pas interdit, donc il ne faut pas hésiter. Mais sachez qu'à partir du moment où vous mettez une somme dans la colonne Requested EU Contribution pour un pays qui n'est pas État membre ou un État associé, ça rentre dans le cadre d'un exceptional funding. Voilà. Finalement, on va passer sur la partie éthique et sécurité, qui est très importante selon les thématiques de vos projets. Vous allez avoir une liste de questions qu'il faut bien lire. Et si vous répondez oui à l'une de ces questions, vous voyez qu'il y a une petite colonne page. Et là, vous devez indiquer le numéro de page où vous parlez, vous rentrez dans le détail sur cet aspect-là. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Je ne sais plus s'il y a une question purement sur la recherche clinique, sur ou je ne sais pas, d'utilisation d'animaux qui sont protégés, je dis n'importe quoi. Dans le cadre de votre projet, ils vont vous demander la page où vous parlez justement de l'implication de ces animaux-là dans votre projet. Et à partir du moment où vous avez répondu oui à n'importe quelle question de ce formulaire-là, donc le formulaire 4, éthique et sécurité, vous allez devoir remplir le Ethic Self-Assessment, donc qui est en bas, tout en bas, je crois, de ce formulaire-là, et répondre aux demandes qui sont indiquées. Donc, c'est important de quand même bien le remplir, de prendre le temps, parce que l'éthique, c'est une question qui est très importante pour la Commission européenne. Ce n'est pas grave si ce n'est pas totalement exhaustif, les réponses que vous allez indiquer, parce que vous êtes limité en nombre, et peut-être que vous n'avez pas encore les autorisations ou je ne sais pas, toutes les informations nécessaires pour y répondre. Mais sachez que si vous avez des questions éthiques et que votre projet est retenu, la commission vous demandera des documents supplémentaires si besoin. Et finalement, si vous êtes concerné par la recherche clinique, il y a une colonne il y a une partie qui est dédiée à ça. Donc, vous cochez et remplissez ce qui est demandé. Et en fait, dans les templates, vous allez notamment trouver un template pour le document à remplir dans le cadre des recherches cliniques et qui sera à uploader du coup sur la page principale qu'on a vue au tout début où vous avez toutes les informations importantes à l'endroit où c'est tout simplement indiqué. Si vous n'êtes pas concerné, on passe à autre chose, vous n'avez pas à vous en occuper. Et là, je vais repasser la parole à Laurent. Et n'hésitez pas à mettre vos questions sur Slido en attendant et on répondra à la toute fin, sauf si vraiment il y a un moment où vous ne comprenez pas ce qu'on est en train de vous dire. Alors, je reprends. Donc la partie B, c'est le cœur du réacteur, si je puis dire, puisque c'est là que vous devrez donc décrire votre projet. Alors, la partie B, donc Elsa vous l'a dit tout à l'heure, hein, on a le template valide, hein, c'est celui qui se trouve dans le portail du Funding and Tenders, à l'endroit qu'on indique par cette petite flèche. Il
il a pu changer depuis le début d'Horizon Europe. Donc voilà, il faut bien avoir le dernier modèle qui est à jour et c'est celui qui se trouve sur cette partie-là qui fait foi. Alors, dans la partie B, vous allez donc devoir rédiger autour de 3 grands chapitres qui sont les chapitres classiques, d'Horizon Europe, mais avec une spécificité, liée à l'instrument EIC Transition. Donc vous avez, une première partie, sur l'excellence, donc qui est à la fois l'excellence scientifique, mais aussi l'excellence, je dirais d'un point de vue, innovation. Donc ces 3 critères sont tous, comme toujours notés sur 5 et le seuil, pour être admissible, c'est 4 pour l'excellence. Donc vous allez traiter, on verra on reviendra en détail sur, les points positifs, les points forts ou les points faibles de chacun des critères. Mais en gros, sur l'excellence, on va traiter c'est là que vous allez décrire la rupture technologique et l'aspect nouveau, et de rupture de la technologie considérée. Que vous allez parler de la crédibilité et de la faisabilité du développement technologique et je dirais du modèle commercial ou développement qui peut en résulter. C'est aussi là que vous allez expliquer, la méthodologie que vous allez mettre en œuvre. Alors, même si, il y a le critère mise en œuvre, hein, qui revient un peu sur cet aspect-là, mais dès l'excellence, il faut être capable je dirais, de montrer, bah, si comment votre projet se place par rapport, aux politiques européennes, alors il y a la dimension, genre bien sûr, l'acceptabilité, par le marché, l'implication, des utilisateurs finaux. Est-ce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, des éventuels aspects liés à la sécurité d'utilisation de cette, nouvelle technologie? Ensuite, vous avez le deuxième critère qui est tout aussi important, qui est l'impact avec également un seuil à 4 sur 5. Donc là, bah, c'est, des impacts, je dirais économiques et sociétaux, là encore en lien avec les politiques européennes, que vous êtes, alors pour l'EIC Challenge, que vous rentrez bien dans la contribution enfin que votre projet contribue bien aux objectifs, de chacun pas du challenge considéré, pas de chacun, mais du challenge considéré. Que, vous avez une idée assez précise, de ce qu'on appelait tout à l'heure l'étape d'après, c'est-à-dire la préparation à l'investissement. Quelle protection? Quelle validation du marché? Quels moyens pour rentrer sur le marché, et cetera. Et puis on reviendra dans le détail, hein, tout à l'heure. Et puis vous avez, le troisième critère qui est la mise en œuvre, qui lui a un seuil à 3 sur 5, où là, c'est essentiellement la qualité et la motivation de l'équipe projet, que ce soit monobénéficiaire, donc si vous êtes monobénéficiaire, c'est l'équipe autour de vous et si vous êtes dans un consortium, petit ou moyen, c'est, bah, la complémentarité et l'implication de chacun des partenaires. Que votre, programme de travail est équilibré avec, je dirais un plan de travail et des jalons, pertinents et que vous avez une allocation des ressources aussi qui est pertinente par rapport aux objectifs que vous vous donnez. Alors toutes, ces 3 critères, on les retrouve, enfin, ils sont décrits au travers des sections 1 à 3 de la partie B et vous avez un maximum de 20 pages pour, je dirais condenser, toute tout le projet sur la qualité, la quintessence de ce qu'il faut dire, en 20 pages. Alors ça peut paraître beaucoup, mais il faut être, concis et en même temps précis, donc c'est un exercice, assez redoutable. Un petit rappel sur le système d'évaluation. Donc là, vous allez, j'imagine la plupart d'entre vous, soumettre une proposition avant le 28 septembre. Je vais y arriver. Cette proposition va être, évaluée, par, des évaluateurs à distance, au moins 3, enfin généralement 3, et qui vont ensuite, donner une note, qui sera la moyenne, des scores pour chacun des critères, pour chacun des évaluateurs.
Donc à peu près 9 semaines, c'est-à-dire, ça va nous amener, à la fin début décembre. Vous allez recevoir une information, sur, bah, votre notation et si vous êtes, admissible, c'est-à-dire invité, pour un interview, avec le lycée de jury. Alors sachez qu'il y a une, condition, que la commission se donne une condition, c'est qu'elle souhaite qu'au moins 30 des propositions qui sont invitées, à l'oral, enfin l'interview, soient coordonnées par des femmes. Alors quand on dit coordonnées par des femmes, ça veut dire que, au niveau de la coordination, enfin de l'entité coordinatrice, il y a soit soit c'est une femme, soit il y a une femme impliquée, dans le portement dans le projet, au niveau de la coordination. S À l'origine, en général, ce que fait la commission, c'est qu'elle prend le budget, disponible pour, donc alors là, on va dire le budget qui reste dans les 70 plus 60 millions qu'on a vu tout à l'heure qui n'a pas été consommé lors du premier cut-off du mois de mai et elle va le multiplier par 2 et donc inviter autant de propositions admissibles que ce budget multiplié par 2 le permet. Ça, c'est le 1er principe. Le deuxième principe, c'est qu'elle va regarder si dans tous ces propositions, invitées, s'il y a en effet 30 de propositions coordonnées par des femmes. Si c'est pas le cas, elle va tendre à augmenter le nombre de propositions invitées pour atteindre ce chiffre. Bon, c'est pas un chiffre qui est forcément atteint, mais je dirais, c'est un objectif. Deuxième étape, donc si vous avez la chance de passer la barre d'admissibilité, donc déjà, hein, c'est ça, hein, il faut avoir, au-dessus de 4 sur 5 et 3 sur 5 respectivement pour les 3 critères et être dans les mieux notés par rapport à cet aspect, de budgétaire, que je viens de vous exposer. Donc, de toute façon, il faut viser à être le mieux noté possible. Donc, dans l'étape 2, vous avez 5 personnes maximum de votre projet qui peuvent aller à cette interview devant un panel qui peut être constitué de 6 membres maximum 6 membres du jury. Alors sachez que les membres du jury, on y reviendra, on avait fait en juillet et on refera certainement, je sais, en janvier, je pense que ça sera, ou en décembre, je ne sais plus, un webinaire exprès pour vous entraîner à l'oral. Mais sachez que, les membres du jury, ce ne sont pas tous des scientifiques. On est bien dans une phase de transition, comme son nom l'indique, et vous avez dans les membres du jury beaucoup de personnalités, qui viennent du monde, je dirais économique ou de l'investissement dans les startups innovantes et qui donc vont essentiellement, ensuite, challenger, si je puis dire, les proposants, sur ces sujets-là. Donc, soyez aussi clairs dans votre proposition, on y reviendra tout à l'heure, par rapport à cet aspect, marché, business model, je dirais, investissement. Alors, les 5 personnes, invitées à l'interview, là aussi, le choix est à faire de manière, je dirais, heu en fonction des rôles de chacun, de manière équilibrée, si vous êtes dans un consortium, mais on y reviendra le moment venu. Pour l'instant, concentrons-nous sur la proposition à déposer. Et là, à l'issue de cette, 2e étape, vous avez un go, no go. Et si vous avez un no-go et que vous avez, un critère, en dessous du seuil, vous avez, enfin, au plus un critère en dessous du seuil, vous avez une resoumission possible dans les 12 mois. Si, 2 ou 3 sont en dessous, vous n'avez pas de resoumission possible, dans les 12 mois. Donc voilà, sachez qu'il y a quelques restrictions à la resoumission malgré tout. Alors le format, donc on l'a dit, hein, il faut, je dirais, pouvoir, exposer la quintessence du projet dans 20 pages. Et bien sûr, petite consigne pratique, dans le template, vous allez voir que vous avez tout un tas de tableaux de définition, de pages d'instruction, des consignes. Il faut les retirer. Alors si
si vous avez plus de 20 pages, sachez que tout ce qui dépassera 20 pages sera invisible, enfin, de toute façon, ne sera pas lu. Voilà, même si, il y a un paragraphe qui s'arrête, à la 20e page et qui continue, ça ne sera pas lu. Évitez donc, enfin, ne mettez pas de lien hypertexte ou, de moyens un petit peu, je dirais, artificiels pour, tenter d'étendre la proposition. De toute façon, ça ne sera pas lu. Et ayez une police, qui soit, lisible, hein. Donc généralement le Times New Roman, est une police, plutôt attendue et acceptable, mais minimum 11 points. Ne cédez pas à la tentation qui serait de faire 20 pages en ayant une police à 6, illisible avec une sans loupe. Vous risquez d'être, directement, je dirais rejeté. Et puis des marges de 15 millimètres, de façon à ce que ça soit la proposition soit malgré tout lisible. De toute façon, sachez que, les évaluateurs ont plusieurs, vous l'avez vu, plusieurs dizaines chacun de propositions à lire. Moins c'est lisible, moins ils seront tentés de les lire, avec, je dirais, avec enthousiasme et objectivité totale, et donc il faut rester attractif aussi dans la façon dont vous rédigez. Il faut, je dirais, ne pas oublier de remplir, les informations, concernant le projet sur lequel se base votre EUC Transition, hein. C'est ce qu'on rappelle ce que je disais tout à l'heure, ne sont éligibles à l'EUC Transition que des projets se basant sur les résultats d'un projet antérieur. Donc il faut donner je dirais le nom du projet, son acronyme, et donc les détails sur, au début du formulaire de la partie B. Et aussi, vous avez un template, vous avez une lettre qui indique que vous êtes titulaire des droits du projet antérieur, et cette lettre doit être obligatoirement uploadée, dans le portail du Funding and Tenders, à la page du call qu'on a vu tout à l'heure. La flèche, ce qui est indiqué sur la flèche verte. Alors ça, c'est si vous n'êtes pas propriétaire, que vous devez avoir cette commitment letter. Bien entendu, si, vous étiez déjà partie prenante, du projet précédent, vous n'en avez pas besoin. Alors, sachez aussi qu'il existe uniquement pour les PME, en monobénéficiaire, la possibilité, si jamais vous aviez la malchance d'avoir un no go à l'issue de l'interview, vous avez la possibilité de recevoir un saut d'excellence. Heu Pour cela, vous pouvez le recevoir que si vous avez coché que vous étiez, OK pour que, les informations de base non confidentielles sur votre proposition, ainsi que vos données personnelles, c'est-à-dire vos données, de contact, soient partagées par la commission avec d'éventuels, autres financeurs ou accompagnateurs, c'est-à-dire notamment, ben, nous, le réseau des PCN, les membres du réseau Entreprises Europe, EEN, ou d'autres financeurs, par exemple, la région. Sachez que dans certaines régions, il y a des systèmes qui sont mis en place, pour financer au travers des fonds structurels, des propositions qui ont reçu un saut d'excellence. Voilà, donc ça serait bête si vous êtes une PME pardon, je vais y arriver. Si vous êtes une PME que vous déposez en monobénéficiaire, ça serait bête de ne pas cocher, ces 2 cases et de louper la possibilité d'être récupéré par d'autres financements. Voilà, ce qui ne vous empêche pas de redéposer pour autant, mais voilà, donc n'oubliez pas, pour être éligible à ce saut d'excellence, il faut avoir coché, ces 2 cases. Alors, au début de chaque section, vous allez retrouver ensuite, donc, les sections excellence, impact et mise en œuvre. Vous allez retrouver une liste de questions. C'est des questions qui sont posées aux évaluateurs, c'est-à-dire, que c'est ce que les évaluateurs vont se poser comme question en vous lisant pour vous évaluer. Donc il faut que les réponses soient assez évidentes et que ça saute aux yeux de l'évaluateur, voilà, qu'il n'ait pas à chercher ses réponses, je dirais de manière implicite dans une lecture longue de votre proposition. Alors,
quelques conseils pour bien réussir la rédaction de chacune des sections. Donc toujours être clair, précis et contextualisé. Sachez que les évaluateurs, c'est pas forcément des experts de votre domaine. Alors certes, on a dit tout à l'heure qu'il est primordial d'indiquer des mots-clés, pertinents dans la partie A, parce que c'est ce qui va conditionner et les évaluateurs que vous allez avoir, mais surtout aussi les membres du jury. Mais, sachez que je ne sais pas moi, si vous êtes, par exemple dans un projet, visant à développer, je dirais de nouveaux systèmes de diagnostic, d'une certaine, pathologie, bah, vous aurez peut-être des experts, du domaine des capteurs ou des experts du domaine biomédical, mais pas forcément exactement dans le domaine de votre projet. Donc il faut que vous soyez relativement, quand même assez clair pour que ça soit compris de la part de gens qui ne sont pas totalement experts de votre domaine. Bon, les objectifs, il faut qu'ils soient précis aussi, les work plans, les livrables, et tous ces autres détails, on verra plus tard dans l'implémentation. Soyez pour être concis, que parfois un bon schéma ou une image permettent d'en dire beaucoup, en très peu de place. Bien sûr, il faut, je dirais, avoir des objectifs de développement technologique et de validation du marché, hein. On est sur la validation d'une technologie qui est déjà, convaincante et qui est issue d'un précédent projet, et vous verrez d'ailleurs que plus tard, si vous avez la chance d'aller à l'interview, vous allez être challengé, pas tellement sur la technologie, mais sur sa mise en œuvre. Heu, donc sur le paragraphe 1.3, il faut que vous évoquiez la méthodologie, ainsi que les aspects, on l'a dit tout à l'heure, de dimension de genre, de sciences ouvertes, de management des données et bien sûr, tenir compte du principe du do no significant harm, hein. Donc c'est-à-dire que votre projet, si jamais c'est le cas, bah, je dirais, ne fait pas n'apporte pas de dommages à l'environnement, aux personnes, voilà, selon la réglementation, décrite. Heu, il est également possible, dans le cadre d'un transition, de ne pas, divulguer, je dirais, un certain nombre de données. On parlait de sciences ouvertes tout à l'heure, si cela peut menacer la stratégie de commercialisation. Donc si c'est le cas, il convient de le préciser. Alors, quand vous relisez votre, section excellence, il faut vous reposer ces questions. Est-ce que je démontre bien l'originalité de l'approche? Est-ce que les avantages compétitifs potentiels de ma technologie sont bien explicités? Est-ce que la validation et la démonstration de la technologie sur laquelle se base le projet est convaincante? C'est-à-dire, est-ce qu'on avait des résultats déjà probants, dans le précédent projet? Est-ce que mon projet est bien axé sur un développement technologique? Et est-ce que j'ai décrit les différentes applications et fonctionnalités qui sont possibles de cette technologie? Est-ce que j'ai des end users qui sont bien identifiés, pertinents et éventuellement impliqués? Le marché visé, les objectifs commerciaux sont-ils bien définis et décrits et connus? Et si jamais je ne suis pas à l'origine de la technologie, ai-je bien démontré ma capacité ou celle du consortium à prendre le relais sur le développement qui a été fait par d'autres? Alors non seulement vous devez démontrer que vous en avez l'usage de la propriété intellectuelle, mais aussi dans ce paragraphe que vous avez la capacité donc parce que ça aurait pu être reproché dans des évaluations de dire: «Oui, bah, vous construisez sur des résultats d'autres entités, mais on doute de votre capacité à mener au bout». Et puis, est-ce que la technologie arrive au bon moment sur le marché? Est-ce que vous répondez à un besoin, réel du marché ou qui sera présent au moment de la commercialisation in fine? Ça, on est à peu près à 3-4 ans de la commercialisation, à l'issue d'un transition. Deuxième section importante aussi, l'impact. Donc, faut montrer que, bah, je dirais que le business model que vous envisagez, il est crédible, que les activités vont permettre le développement de ce business model et de la technologie. Que, bah, là encore, que que vous avez
bien expliciter les marchés et les concurrents potentiels, et que vous n'avez pas une barrière à l'entrée peut-être qui peut venir du fait que c'est un marché qui est verrouillé ou que c'est une technologie sur laquelle il y a un potentiel risque de barrage. Démontrer les avantages socio-économiques pour l'Europe. Là, ayez bien en tête, surtout en ce moment, les priorités politiques de l'Union européenne en matière de transition écologique, de regain de souveraineté, de résilience. Ça fait pas de mal de montrer qu'on a un lien fort avec ça. Décrire les activités pour mener la commercialisation à l'issue du projet, et notamment aussi quelle sera la stratégie de protection de propriété industrielle. Vous donnez des indicateurs quantitatifs et qualitatifs par rapport à ces activités. L'implication de partenaires clés, alors là, c'est bien sûr les partenaires de consortium, mais aussi hors bénéficiaires, hein, ça peut être des associations de end-users dans le cas de la mise en place d'un nouveau dispositif médical. Donc, ça peut être, je dirais, différentes cibles qui ne sont pas des bénéficiaires directs du projet, mais dont l'avis ou dont l'implication peut être déterminante pour le succès sur le marché in fine de la technologie. Et puis, bien sûr, si vous êtes sur le Transition Challenge, vous montrez que vous respectez, que les impacts de votre projet répondent aux objectifs du challenge visé. Alors, il faut penser aussi à 2 aspects, c'est les aspects de communication et de dissémination. La communication, et la dissémination, c'est pas la même chose. La communication, c'est pour faire connaître votre projet, faire connaître l'implication de l'Europe sur votre projet, à destination, je dirais relativement large du grand public, au sens large. La dissémination, c'est la diffusion des résultats dans la limite de ce qui est confidentiel, cette dissémination en vue d'éventuels transferts ou de récupération des résultats, là encore, je redis bien, dans la limite de ce qui est confidentiel et déterminant pour la compétitivité du projet, à des fins de poursuivre la recherche ou d'utilisation de la technologie dans d'autres domaines que le vôtre. Voilà, les questions à se reposer, je vais accélérer un petit peu parce que je vois que le temps tourne, c'est est-ce qu'on a déjà des clients potentiels ou des end users qui sont impliqués dans le projet, de près ou de loin? Est-ce que vous avez déjà des brevets déposés ou envisagés d'être déposés? Est-ce que certains membres du consortium ont bien une expertise dans le marché visé ou ont moyen de l'avoir? Est-ce que les bénéfices socio-économiques n'ont aucun impact négatif collatéral, par exemple sur l'environnement? Et à l'inverse, est-ce qu'ils ont des impacts positifs? Est-ce que ma stratégie de communication et de dissémination est bien décrite? Le modèle commercial et le business model, je dirais, est-il simple et correctement expliqué? Si vous comptez créer une start-up à l'issue d'une transition pour exploiter les résultats du projet, est-ce que vous avez une expérience dans la création de start-up ou est-ce que vous pouvez prouver que vous allez être accompagné pour sa création? Et puis, est-ce que d'autres parties prenantes, notamment, ça peut être aussi des décideurs politiques, des aspects normatifs aussi, sont suffisamment identifiés et décrits? Enfin, la dernière partie qui concerne l'implémentation. Là, il s'agit de décrire la complémentarité des compétences au sein du consortium ou au sein de l'équipe dans lequel vous êtes bénéficiaire, en vue du développement technologique et surtout en vue, au-delà de l'exploitation commerciale de la technologie. Si vous demandez alors là, c'est la partie exceptional funding, c'est-à-dire, ça, c'est uniquement dans le cas, je reviens à ce que disait Elsa tout à l'heure, où vous demanderiez du financement européen pour un partenaire d'un pays tiers. C'est par exemple, on l'a vu, mais enfin, je veux dire, c'est des cas très, très exceptionnels. On l'a vu avec un partenaire suisse dans un projet de transition en 2021. C'est évidemment, si la technologie, elle vient de ce partenaire suisse et qu'il n'y a pas personne d'autre en Europe et que c'est déterminant, on peut, par dérogation, demander un financement exceptionnel pour ce partenaire. Mais enfin, c'est des choses à manier avec des pincettes. Et puis surtout, ce qui est important, dans l'implémentation, c'est, l'organisation du projet, hein, c'est, un diagramme de Gantt sur l'organisation du temps des work packages qui soit lisible, un PERT également, là une description des work packages,
Pensez également à utiliser des work packages qui ne soient pas que scientifiques ou techniques, hein. Bon, le management, bien entendu, la dissémination, mais pourquoi pas aussi des aspects liés au marché. Une liste de livrables. Alors uniquement les livrables que vous pourrez réaliser, hein. Ne vous lancez pas parce que les livrables, c'est vraiment ce qui est la preuve, à l'issue je ne sais pas quel est votre degré de connaissance des projets européens, mais c'est vraiment ce sur quoi vous allez être évalué, non pas pour être lauréat, mais une fois que le projet a démarré, c'est ce sur quoi est évalué l'avancement du projet. Donc si vous n'avez les livrables, ne sont pas pertinents et ou alors que vous n'arrivez pas à les délivrer, bah, c'est ça qui peut vous occasionner des coupures de budget. Donc les étapes clés, bien sûr, mais il ne faut pas en avoir trop et il faut qu'elles soient mesurables. Des risques et pas que des risques business, pas que des risques technologiques, également des risques éventuellement de marché et les moyens de les contourner. Et puis bien sûr, les tableaux relatifs au budget, l'explication du budget qui se trouve dans les tableaux de la partie A. Donc la partie A, où on a un tableau récap. Mais dans la partie B, section 3, c'est là qu'on explique d'où provient, les différentes catégories de coûts. Donc voilà les questions à se poser. Est-ce que j'ai un portefeuille de compétences du consortium, qui est bien équilibré? Est-ce que j'ai une expérience préalable dans la commercialisation? Et sinon, est-ce que j'ai un moyen de démontrer comment je vais, faire cette commercialisation à l'issue du projet? Heu Est-ce que j'ai bien pris en compte tous les risques? Aussi les risques de réglementation, de certification? Est-ce que, les risques commerciaux, technologiques sont bien pris en compte? Les processus de décision au sein du consortium, est-ce qu'il est clair, pour tout le monde? Le plan de travail est cohérent? Le budget, la distribution de la ressource et des hommes-mois, enfin des personnes-mois, pardon, entre les différents partenaires, est-ce que c'est équilibré, adéquat et par rapport aux compétences de chacun? Est-ce que les jalons que vous donnez sont spécifiques et mesurables? Et est-ce que vos livrables sont suffisamment, alors, ils ne doivent pas être tous techniques, mais ils sont suffisamment au niveau de ce qui est attendu dans un EIC transition. Voilà, donc j'ai été un peu long, mais je pense que c'est la partie, sur laquelle il faut se poser le plus de questions et soigner le plus, hein, même si, je dirais, il ne faut pas se louper dans la partie A non plus, mais c'est vraiment la partie B qui est le gros, de ce sur quoi vous êtes évalué. Et donc je repasse, la parole à Elsa pour, la partie finale. Tout à fait, merci, Laurent. Donc du coup, on va finir sur la checklist, hein, ça va résumer, Oui, assez désolé Elsa, rapidement. je devais te repasser la parole avant, mais j'ai été Mais emporté dans mon élan. bah, j'ai vu, mais c'est très bien, je vois que tu étais à fond, donc pas de souci, les choses ont été dites, donc c'est parfait. Donc on va voir la checklist d'éligibilité, donc et les points importants, on va dire, voilà, c'est l'essentiel, de la checklist. Donc bien faire attention aux participants, comme on l'a dit, à l'éligibilité de votre consortium ou tout simplement en tant que monobénéficiaire, des entités légales indépendantes issues de 2 pays différents. Du coup, on ne peut pas avoir, des consortiums de 2 franco-français. Les consortiums, bien attention, de 3 à 5, même si, comme Laurent l'avait expliqué, ça n'inclut pas les parties tierces. La commission, enfin plutôt le département qui est chargé de l'appel transition à l'AISMEA a bien reprécisé, pour vous dire juste jeudi dernier, que c'était 5 tout compris, donc pas les affiliated entities, mais les pays tiers comme la Suisse, comptent au final pour eux dans leur vision dans les 5, même si on va dire juridiquement parlant, ils ne comptent, vous êtes que 4. Et on va y revenir parce que j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus, donc on va y revenir. C'est pas très clair le côté monobénéficiaire avec un partenaire anglais ou suisse. L'éligibilité du projet, donc tout simplement les résultats dont sont issus, les projets pardon, dont sont issus les résultats que vous allez exploiter, bien vérifier ce projet-là est éligible. Il y a la liste qui est publiée par les ISMEA directement à chaque fois, donc s'il n'est pas dedans, c'est qu'il n'est pas éligible. Ils font rarement des erreurs. Si vraiment vous avez un gros doute, il ne faut pas hésiter à les contacter, mais voilà. Les activités proposées dans le projet sont bien éligibles. Attention au principe de Do Not Significant Harm, ça c'est très très important. Et les activités proposées, c'est notamment aussi le ratio côté business, côté R&D. Jeudi dernier, du coup, on l'a rappelé. Les ratios ne sont pas réguliers, c'est-à-dire qu'il y a des projets, on va avoir
30% de business, 70% de R&D, mais à l'inverse, on peut avoir des projets avec 30% de R&D et 70% business, même si la moyenne se retrouve à 50-50. Mais il faut que la partie business et la partie R&D soient complémentaires et justifiées, qu'il n'y en ait pas non plus une qui mange l'autre totalement. Les offres politiques et l'intelligence artificielle, ça c'est très important à prendre en compte. Le Gender Equality Plan, qui est maintenant une obligation, c'est un critère d'éligibilité, mais qui est pour Horizon Europe, pour les partenaires, enfin les organisations financées par la Commission européenne. Et puis toutes les notions de open science et open data. Comme on le disait, bien sûr qu'il y a des enjeux de propriété intellectuelle. Ils ont un peu une phrase qu'ils aiment bien répéter qui est as open as possible, but as close as necessary. Donc, vous ouvrez le plus possible, mais vous fermez le temps que le plus, enfin, si c'est nécessaire. C'est difficile à traduire, mais en tout cas, je trouve que cette phrase résume bien la philosophie. Puis finalement, la checklist de la partie A. Donc, si vous n'êtes pas propriétaire des résultats donc, que vous allez exploiter, bien pensez à mettre la IP letter dont vous trouvez le template, si je ne dis pas de bêtises, dans les templates, tout simplement, à uploader sur le portail. N'oubliez pas de mettre et de prendre le temps de mettre les mots-clés libres qui vous sont proposés et de bien y réfléchir, ainsi que les descriptors. Remplissez bien les informations administratives pour chaque participant du projet. Le budget aussi qui doit être cohérent avec les enjeux et les ambitions de votre projet. Le tableau éthique si vous êtes concerné et la cohérence entre les informations que vous allez noter dans la partie B. Pour la partie B, tout simplement, la checklist, ça va être de bien remplir les 3 sections du document scientifique, y compris les tableaux, bien faire attention à ça. En fait, vous pouvez vous baser aussi sur ce qu'on vous a mis précédemment, ce que Laurent vous a présenté pour vous servir de checklist. Dans la présentation qu'on vous enverra, on vous ajoutera pour chaque critère, donc pour les 3 critères, une petite slide en plus avec les plus et les moins qui peut vous servir comme tout simplement comme support pour finaliser votre proposition. Donc, elle sera dans la version PDF, PDF qu'on vous enverra. Le document en version PDF est du coup à télécharger sur le site et ne doit pas dépasser les 17 pages. Comme Laurent l'a dit, en fait, c'est tronqué directement si ça dépasse. Donc, c'est vraiment c'est vraiment risqué de faire ça. Le cas échéant, l'annexe concernant les essais cliniques, si elle est demandée. Et puis finalement, quand tout ça c'est fait, vous allez d'abord cliquer sur Validate. Validate, ça va vous créer ça va mettre une page pop-up. Enfin, il va y avoir quelque chose qui va apparaître sur votre écran, qui va vous dire soit OK, 0 erreur, tout est validé, soit il va vous dire ah, vous n'avez pas complété ça. Donc, c'est très important de le faire. De toute façon, je crois que vous êtes obligé de le faire pour soumettre, si je ne dis pas de bêtises. Mais il faut bien valider la proposition lorsqu'elle est complète. Vous pouvez le faire plusieurs fois. C'est-à-dire que si vous n'avez pas complété et qu'on vous dit attention, vous n'avez pas rempli telle partie, par exemple, vous avez coché oui sur une question d'éthique, mais vous n'avez pas rempli la page où il n'y a pas de, du coup, vous n'avez pas rempli le ethic self-assessment. Ce n'est pas fini, c'est juste ça va vous prévenir et vous allez y retourner, vous recliquerez sur valider lorsque c'est fait. Une fois que c'est validé, vous pourrez soumettre. Soumettre, ce n'est pas définitif non plus. C'est-à-dire que jusqu'à la deadline, bon là on a mis le 4 mai parce que c'était la même slide qu'on a dû mettre pour le dernier webinaire, mais bon, vous savez très bien la deadline qui est ce mois-ci du coup. Jusqu'à la deadline, jusqu'aux 17 heures de ce jour-là, vous pouvez modifier, retourner sur la proposition soumise et la modifier à tout moment. Bien sûr, on ne vous conseille pas de faire ça le jour même, parce que tout simplement, c'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des problèmes techniques le jour même. Donc, parce que vous êtes beaucoup à affluer sur la plateforme. Excuse-moi Elsa, je Oui. te coupe juste pour dire qu'il y a une petite coquille que je pense que vous aurez relevée dans la slide précédente. Depuis le début, on a dit que c'était 20 pages, c'est bien 20 pages. On a mis Ah oui, 17. mince, oui, c'est écrit 17 là. Ah oui, mince. Oui, Voilà, oui, c'est une excusez-moi. coquille qui nous a échappé, désolé, mais c'est bien Ouais, 20 non, pardon. pages. Effectivement, oui, tu fais bien de le repréciser. C'est vrai qu'avec le Pathfinder, de temps en temps, il y a une petite coquille qui nous échappe. Merci Laurent, donc on répète. Ce sera corrigé dans le PDF qu'on vous enverra de la présentation. C'est bien 20 pages, pas 17. Du coup, donc vous inquiétez pas, ça ne sera pas tronqué à 17, mais bien à 20. Vous avez le droit à vos 3 pages de plus. Et là, du coup, oui, vous pourrez y retourner quand vous voulez. C'est pas grave si vous soumettez une semaine avant et que vous vous rendez compte, oh mince, j'aurais bien aimé modifier ça, vous pouvez y retourner à tout moment. Ça sera seule la dernière version qui sera soumise, qui sera visible. Par contre, n'oubliez pas de resoumettre une fois que vous avez modifié. Par contre, ça ne sera pas automatique.
Et en cas de problème technique le jour J, il vaut mieux avoir un projet imparfait que pas de projet du tout. Donc, n'hésitez pas à soumettre et soumettre et soumettre, quitte à revenir tous les 2 jours pendant 2 semaines, mais au moins, il y aura quelque chose. Donc finalement, bah là, on vous a mis les informations plutôt générales sur où vous pourrez trouver des informations. Donc on a notre site qui est le site EIC sur le horizoneurope.gouv.fr. Il y a le site officiel de l'EIC également. Vous pourrez trouver les replays de l'EISMEA également sur le lien qu'on vous a mis. Il n'y a pas longtemps, pour ceux qui nous suivent sur la liste de diffusion, on a mis en place une FAQ par le PCN, donc qui peut être utile. N'hésitez vraiment pas à nous faire des retours là-dessus. Elle est évolutive. Le but, c'est de s'améliorer là-dedans. Et puis aussi une boîte à outils PCN où vous retrouvez toutes les informations et le replay de tous les webinaires. Donc, c'est un peu la bibliothèque du PCN. Finalement, nos adresses génériques et celles aussi du PCN juridique et financier qui vous répondra sur des aspects plus techniques. N'hésitez pas d'abord à fouiller sur leur site internet qui est aussi sur horizoneurope.gouv.fr avant de les contacter parce qu'elles sont énormément sollicitées, mais n'hésitez pas si effectivement c'est bien le cas et que vous avez des doutes assez importants. Donc voilà, on va passer aux questions. N'hésitez pas à lever la main. J'ai vu vraiment qu'il y avait très peu de questions. Donc, d'un côté, je me dis que c'est qu'on est très clair. Mais en même temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On peut aussi faire à l'oral. Donc, On va peut-être commencer par faire les 3 qu'il y a dans Slido. Oui, c'est pour ça que je me suis dit, on va faire ça. Je vais commencer par l'une à laquelle j'ai déjà répondu directement sur Slido, mais je vais le redire pour tout le monde. C'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas précisé. Concernant le saut d'excellence, la question est posée. Ces conditions décrites concernent uniquement les PME monobénéficiaires. Donc, effectivement, oui, le saut d'excellence sont éligibles seules les entreprises qui ont déposé un projet en tant que monobénéficiaire, qui sont PME en tant que monobénéficiaires, et qui ont atteint les différents seuils, threshold, pour les différents critères d'évaluation. Donc, il faut bien avoir coché les cases, mais il faut bien être une PME monobénéficiaire. Si vous êtes partenaire ou coordinatrice d'un projet, ce n'est pas pareil. Sinon, je voulais revenir rapidement. Alors, je crois que l'autre question est pareille. Max, pour les 5 entités préconisées, pouvez-vous préciser les arguments attendus de la Commission européenne pour qu'on puisse justifier au mieux quand on est plus de 5? Alors, j'ai retrouvé un point, moi, sur le Work Programme, même si on peut considérer que juridiquement, en effet, le fait d'avoir plus que 5, si on a un partenaire d'un État tiers, compte pas dans les 5, mais je retrouve la page, il est écrit noir sur blanc dans le Work Programme, et je vais le retrouver, voilà. Qu'un consortium de plus de 5 partenaires sera considéré comme inéligible. tout simplement, oui. Voilà, page 47 du Work Programme. Et j'aimerais remettre on va repasser quelques minutes pour expliquer pourquoi on parlait de projet monobénéficiaire avec finalement 2 entités. C'est qu'en fait, il faut distinguer les partenaires qui sont bénéficiaires d'un financement européen, donc c'est-à-dire qui sont des États membres ou des États associés, par exemple la Norvège, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui est un pays associé, et les partenaires, enfin des participants au projet qui ne sont ni États associés ni États membres, mais qui peuvent quand même participer à un projet. C'est-à-dire que rien n'interdit à un partenaire suisse, par exemple, qui est dans ce cas-là, de participer à votre projet, mais il ne reçoit pas de financement. Donc, il n'est pas un bénéficiaire au titre où il ne signe pas de financement de l'Europe. Oui, pardon. Oui. Après, ils s'arrangent de leur côté, il y a les financements gouvernementaux, ça c'est autre chose. Ils ne reçoivent pas de financement de l'Europe. Ils ne signent pas de contrat, en fait. Ils ne sont pas engagés en termes juridiques. Alors, bien sûr, ils sont engagés, on va dire, en termes techniques quand même. Ils font partie, mais c'est le problème des partenaires qui l'ont avec eux s'ils ne participent pas. Mais ils n'ont pas d'engagement juridique et financier auprès de la Commission européenne. Donc, quand on parle de monobénéficiaires ou de consortium de 2 ou consortium de 3, le nombre, c'est que les partenaires qui sont éligibles au financement européen, qui sont donc des États membres ou des États associés. Donc, si demain, moi, je suis une PME française, je veux déposer un projet avec un partenaire suisse qui s'autofinance, donc qui ne va rien demander de la Commission européenne, c'est un projet monobénéficiaire parce qu'il n'y a qu'un projet, il n'y a qu'un partenaire, excusez-moi, donc ma personne, mon entité juridique, qui va signer le contrat avec la Commission européenne et qui va recevoir des fonds européens. Voilà.
Donc c'est pour ça qu'on parle de projet monobénéficiaire avec 2 entités possiblement, que vous pouvez être un consortium de 2, mais avoir un partenaire, je dis n'importe quoi, mais par exemple, je ne sais pas si la Turquie a signé, mais un américain par exemple ou canadien. Vous avez un partenaire, canadien qui ne reçoit donc 0 € de la Commission européenne et vous avez vous, en PME française, on va garder ce modèle-là, vous déposez avec, un site de recherche, italien, bah, vous êtes considéré comme un consortium de 2. Vous êtes italien, français et avec un +1, voilà, qui est une entité qui n'est pas éligible au financement et qui est un pays tiers. Et finalement, pour le max d'entités de 5, c'est pour ça qu'on le précisait, c'est-à-dire que quand on parle d'un consortium de 5 entités, donc c'est toujours dans cette logique de 5 entités légales et éligibles au financement européen, donc États membres ou États associés. Donc il est possible, si je puis dire, de tricher et d'être 5, je sais pas, 2 Allemands, un Italien, 2 Espagnols, et d'en rajouter par exemple un Américain et un Canadien. Donc vous êtes officiellement 5, mais sur le papier, vous avez 7 entités légales différentes qui participent. Et ça, ce n'est pas accepté. C'est-à-dire que ça ne sera pas considéré effectivement directement comme inéligible, mais le directeur du département de transition nous l'a dit encore jeudi dernier. Pour eux, ce sera un no-go, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas inéligible. On va évaluer votre proposition, mais ce n'est pas justifiable parce que vous passez entre les mailles du filet, on va dire, des réglementations. Donc, En voilà, je ne sais pas si en c'est clair fait là-dessus. en fait, et on peut par rapport à ce que tu viens d'expliquer, ça c'est peut-être une chose, très pratique à retenir. Il y a la notion de partenaire et de bénéficiaire. Donc, les bénéficiaires, c'est ceux qui reçoivent de l'argent européen et les partenaires, c'est, certains sont bénéficiaires, d'autres pas. C'est les gens qui sont, autour de la table dans le consortium et donc ce que dit l'EIC, c'est qu'elle veut maximum 5 partenaires, pas 5 bénéficiaires, 5 partenaires, voilà. Qu'ils soient tous bénéficiaires ou pas. Tout à Donc, fait, oui. pour répondre à la question, il y a a priori pas d'argument à justifier pour dire que vous serez plus que 5. Donc je pense qu'on a répondu aux 2 questions en même temps sur le max de 5 entités et la notion de monobénéficiaire, Alors mais avec plusieurs peut-être entités. juste une dernière question avant de donner la parole à Ouais, quelqu'un qui c'est a ce que levé je la vais faire. main. Quand est-ce qu'on peut attendre les cut-off dates du programme 2023? Pour l'instant, on n'en a pas d'indication. Il Mmh. semblerait que ce soit à peu près dans les mêmes, il y a de fortes chances qu'il y ait 2 cut-off dates, en mai et en septembre. Il y en aura peut-être 3, mais c'est pas défini du tout. Il y a rien qui est fixe pour l'instant, dans le draft du Work Programme de l'année prochaine, pour l'instant, il y a rien qui est indiqué. Il y a même pas de date, prévisionnelle particulière. Donc on saura un peu plus peut-être sur les périodes, mais comme le dit Laurent, il y a de fortes chances qu'il reste sur le même calendrier pour l'année prochaine. Et du coup, bah, on va vous donner, la parole. Il y avait une main levée qui a disparu ou c'est moi qui l'ai perdue? Je crois que c'était Nicolas Auger qui avait Oui. levé la main, mais Oui, j'ai rebaissé la main parce que du coup, vous étiez en train de me donner des précisions. En fait, c'est moi qui ai posé la question pour l'argumentation quand on est à plus de 5 entités. Parce que là, en fait, là, c'est un projet qu'on va redéposer pour la troisième fois. Donc, en fait, il y a 5 bénéficiaires plus deux associés suisses. Et donc, du coup, bah, c'est un petit peu dommage. Là, je comprends que de toute manière, même si on est bien évalué, au final, on aura un no-go, même si on justifie que, étant donné le nombre de briques dans le projet, en fait, on justifie l'importance d'avoir ce nombre de participants d'entités dans le projet qui paraissent enfin, indispensables et en plus, c'est pas un frein par rapport à des aspects, par exemple, de pays entre partenaires, puisque c'est des partenaires qui ont l'habitude de travailler ensemble, y compris dans des projets européens. Et donc, du coup, bah, là, je comprends que on bah, peut tenter notre chance, mais qu'au final, on sera, même si on justifie très bien, ça ne passera pas, quoi. c'est un risque parce que c'est encore une fois, c'est pas écrit. Donc mais voilà, c'est pas écrit, mais ça fait partie des conditions, vous partez déjà avec un boulet au pied, si je puis dire, en termes de non pas d'évaluation, d'aller à l'oral, mais de chance d'avoir un go à l'issue. Donc soit, vous pouvez, partir peut-être sans les partenaires associés, enfin les partenaires alors si, il y a peut-être, je ne sais pas Elsa s'il a été précisé si c'était des partenaires contractuels ou si éventuellement
ils peuvent jouer de mettre certains des partenaires comme associés et non pas partenaires principaux. Soit vous Comment? voyez si vous pouvez redimensionner le projet sans ces 2 partenaires supplémentaires. Je vois pas, ce que tu proposes, Laurent, là, j'avoue. Parce que pour moi, en fait, à partir du moment où il y a une description du projet, ils vont être cités, donc c'est ça le Oui. je vois pas, ils ont pas tant s'il y a pas de liens légaux, parce Non, que mais je c'est veux la dire seule façon, hors projet, c'est-à-dire les mettre comme des partenaires, je dirais des stakeholders qui vont être impliqués, mais hors projet, quoi. par exemple, comme des consultants, dans l'advisory board, comme experts externes qui viendraient Mmh faire du mh. consulting. Oui, bah, après, il y a ces principes d'ingénierie de projet, c'est-à-dire qu'on peut essayer d'arranger pour que ça passe un peu mieux. Après pour, compléter, ce que disait Laurent, enfin je vais même plutôt rejoindre ce que disait Laurent, ça veut dire que oui, il y a pas de trace écrite. C'est-à-dire que dans les faits, vous êtes éligible vu que vous avez 5 entités, 5 bénéficiaires et même si vous êtes au final 7 partenaires. Mais c'est vrai que là, ça a été réinsisté par, Viorel Peka qui est le responsable à l'EISMEA, sur cette notion-là. Donc moi je me dois, enfin on se doit de vous, informer, de vous alerter sur, le fait que c'est effectivement sûrement partir avec un boulet au pied, comme le dit Laurent. Mais ça ne veut Après pas dire que qui ne tente rien n'a rien, ça se ouais. trouve, le cas il y a Après des il cas faudrait spécifiques. vérifier, mais il me semble que dans les bénéficiaires 2021, alors pas 2022, mais il me semble avoir vu des projets où ils étaient 6, mais il faudrait qu'on revérifie. Ah, je sais pas parce que le problème c'est que Mais comme c'est ça a quoi? été C'est dit les par affiliated le entities et les affiliated entities, c'est des entités qui ont un lien légal, donc là, c'est plus du tout ouais. dans le même contexte. Donc souvent quand tu as le CNRS et que tu as l'INSERM Non, mais en tierce partie, il me semble qu'il y avait un projet mmh. avec 6 non affiliés, mais bon, je faudrait vérifier. Mais en tout cas, si ça a été dit que pour 2022, voilà, les jurys considèrent qu'au-delà de 5, c'est pas jouable, enfin, faut pas jouer avec, quoi. Après, bon, je vais dire un truc bête, hein, mais qui ne tente rien à rien. Vous pouvez être l'exception à la règle, comme vous n'êtes pas non plus inéligible et donc votre projet va être évalué. Donc si vous arrivez peut-être à avoir l'argumentaire, parfait, c'est pas nous qui jugeons. On refait descendre l'information qu'on a eue. Heu, il faut à vous de le prendre en considération et de savoir justement, bah, que cet argumentaire-là, il va falloir être très, très solide. Mais après en soi, vous n'êtes pas interdit de dépôt. C'est juste des recommandations qui sont faites. Ok, merci. Ah, il y a une autre question. Oui, de, Olga, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Oui, bonjour. C'est pas une question, c'est plus un commentaire sur la question de projet avec 5 partenaires. Il a une possibilité, je ne sais pas si c'est possible pour ces projets-là, mais c'est possible aussi de ne pas mettre 5 partenaires, mais d'avoir un ou deux en sous-traitance. Si c'est possible, parce que dans ce type de projet, on peut avoir de chiffres très importants en sous-traitance. Et c'est possible aussi à justifier le partenaire en particulier en sous-traitance parce qu'ils ont une expertise spéciale que vous avez besoin pour votre projet. Et comme ça, peut-être, si c'est possible pour le consortium, comme ça, le projet il n'est pas aux limites de numéro de partenaires. Vous avez moins de partenaires, mais vous avez toujours le même spécialiste, mais quelques-unes en vrai partenaire et quelques-unes en sous-traitance. Oui, alors effectivement, mais c'est quand même, cas très particulier parce que la sous-traitance de manière générale, c'est pas très bien vu dans les évaluations quand il y en a beaucoup trop. Donc après avoir la dose, mais c'est vrai que ça peut être une solution et puis 2, la sous-traitance, faut qu'il coche les cases. C'est-à-dire que tout organisme ne peut pas faire la sous-traitance. Par exemple, un organisme public ne peut pas faire la sous-traitance ou alors des cas bien particuliers. Donc il y a une règle d'éligibilité donc par exemple, il faut que ce soit quelque chose qui soit facturé, qui ait une marge de profit et là j'en oublie parce que moi j'avoue que j'ai plus la tête là-dedans. Mais c'est à prendre en considération comme option, mais faut savoir si ça représente quand même une bonne partie, du budget. Ça peut être quand même mal vu, on va dire, de trop externaliser. C'est Et pas Ça veut pas puis dire que la sous-traitance n'est pas à faire, hein, bien sûr, parce que sinon vous ne le proposerez pas, mais à prendre avec des pincettes quand même ce type d'option. Voilà, c'est juste, la mise en garde. attention qu'on est sur un projet EIC transition. Que donc, il y a une partie, de business mise sur le marché importante. Donc, j'aurais tendance à dire que la partie développement technologique reste importante, mais peut-être pas autant que ça. Donc si, je dirais, il y a des parties de développement technologique
qui restent pas mineures, je dirais, mais pas forcément prépondérantes, qui nécessitent d'être sous-traitées, ça peut s'entendre, mais si c'est des parties assez prépondérantes, on considérera que comment dire, le projet n'est pas équilibré. Attention sur le transition, on attend quand même du développement technologique et je dirais une démarche business aussi. Voilà. Et je me Donc, permets de rebondir là-dessus parce que… Pardon, vas-y, Laurence. Oui, non, mais vas-y. Non, c'était pour rebondir sur ce que tu voulais dire sur le côté business, notamment, là, on vous fait descendre des infos parce qu'on a eu jeudi dernier un point avec l'EISMEA. Et avant que j'oublie, notamment, je trouvais qu'il y avait un point qui avait été soulevé qui était très intéressant. C'est que la partie business, donc comme j'ai pu vous le dire précédemment, c'était quand même une partie à part entière, comme la R&D dans le projet. Les ratios peuvent être différents selon les besoins. Mais c'est surtout que le business, ça ne doit pas être juste le travail d'un partenaire. Ça, c'est quelque chose qui a été reprécisé. C'est pas j'ai mis dans mon consortium un partenaire qui va s'occuper de toute la partie business et de le reste, c'est R&D et inversement. Pareil pour la R&D. Mais on met un point d'honneur sur le business parce que de ce qu'on a pu voir dans les rapports d'évaluation, c'est souvent le côté business qui est dénigré au profit de la R&D dans ce type de projet, alors que les besoins sont au même niveau ou plus ou moins selon les typologies des projets. Et donc, voilà, ça a été rappelé par contre que c'est une tâche qui devrait être transverse à tous les partenaires ou à une grande partie des partenaires et qui n'est donc pas à déléguer, si je puis dire, à un partenaire dans le consortium. Voilà, désolé, je voulais te couper avant que j'oublie de préciser ce petit point qui me semble important. Ce qui répond un petit peu aussi aux questions qui ont été soulevées, de ne peut-être pas multiplier les partenaires techniques s'ils n'ont pas un rôle de commercialisation derrière. Une autre question. Oui, prenez la parole. Après, on va arrêter là pour ne pas trop dépasser non plus, mais allez-y. Allez-y, Oui. Sarah Benatia. Bonjour, excusez-moi, je n'ai pas compris que c'était à moi. En fait, juste pour rebondir sur ce que vous étiez en train d'expliquer, dans le cadre d'un consortium, du coup, avec 2 partenaires, est-ce que les mêmes conditions sont applicables ou pas? Est-ce qu'il faut que tous les 2 touchent au R&D et aussi au business ou c'est… Après, qu'il y ait un qui soit plus poussé sur un des domaines et l'autre sur l'autre, oui, j'imagine, parce que là, on est sur un projet à 2. Mais en soi, il ne faut pas que ce soit que fait dans son coin et il se retrouve juste pour dire moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ci. Il faut qu'il y ait quand même une communication et qu'il y ait une certaine transversalité entre les 2 partenaires. Bien sûr qu'il y aura un spécialiste, bien sûr qu'il y aura un leader, vous le présentez en tant que leader, mais il faut que le deuxième partenaire, je pense, pour répondre à ce point-là, soit un minimum impliqué et engagé, parce qu'en fait, la R&D ne peut pas se construire sur le business et inversement. Donc, il faut quand même… Concrètement, si vous avez par exemple une PME et un laboratoire, il est clair que le laboratoire va être beaucoup plus impliqué dans la recherche, mais il faut qu'il ait quand même, je dirais, une implication légère, mais tout au moins qu'il travaille avec l'autre partenaire sur la partie business. Alors, pas sur la commercialisation en elle-même, mais je dirais sur, je ne sais pas, peut-être lever certains freins qui peuvent être liés à, je ne sais pas moi, à de la normalisation, à de la réglementation ou des choses comme ça, qui peuvent être le boulot du labo. Et puis à l'inverse, la PME, par exemple, enfin, dans mon exemple, qui va être celle qui va, in fine, mettre sur le marché le produit issu de cette technologie, elle va avoir également donc, des tâches de R&D pour, je dirais, tout au moins de R&D appliquées pour vérifier que les résultats de la recherche amenés par le labo fonctionnent en vraie grandeur, quoi. Voilà, par exemple. Voilà. Donc c'est ça, ça veut dire que c'est pas d'un côté je fais dans l'exemple que je donne, c'est pas d'un côté je fais de la recherche et de l'autre je fais je dirais le développement business et on met tout ça ensemble. On travaille de manière concertée sur chacun des work packages, même s'il est clair que l'un est plutôt leader sur un sujet et l'autre sur l'autre. Voilà. C'est très clair, merci beaucoup. Merci pour ces précisions. Bon, écoutez, si ça vous va, on va arrêter là. Déjà, merci à tous d'avoir participé. Peut-être une toute dernière question, mais ça sera la dernière.
Ça sera vraiment la dernière, parce qu'après, on essaie de ne pas trop s'étaler sur les créneaux qu'on propose. Oui, bonjour, merci. Merci pour la disponibilité. Merci pour cette présentation. Moi, je voulais poser une question, c'est peut-être décalé à ce que vous avez présenté aujourd'hui. C'était principalement sur le nom de partenaires. Vous parlez de l'EIC Pathfinder à 5 partenaires pour tous les Pathfinder, ou c'est juste là, précisément sur le transition? On parle de transition. Ah, c'est transition, ça. Par contre, le Pathfinder, c'est autre chose. Pathfinder, c'est d'autres règles. D'accord, merci. Bon, bah parfait. C'était une question courte et efficace. C'est parfait. Bon, bah oui, écoutez, alors, du c'est coup… vrai qu'on apparaît comme PCN EIC Pathfinder, mais le logo a été fait comme ça, mais on devrait mettre Pathfinder et transition. Oui, c'est vrai. On est bien. Aujourd'hui, on ne parlait que de transition. Tout ce qu'on vous a dit ne s'applique que aux transitions. Enfin, même si on trouve certaines choses en transverse dans tous les programmes, mais tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui ne s'applique que à l'appel à projet EIC Transition qui clôture fin du mois. Voilà. Le Pathfinder, c'est autre chose. Donc, du coup, c'est peut-être une bonne remarque et on pourra demander peut-être au service de com de nous faire un deuxième petit logo qu'on pourra mettre pour pas porter à confusion. Bon, du coup, là, on va vraiment mettre fin au webinaire. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui sont encore là, même celles qui étaient là avant, mais vous avez tenu jusqu'au bout avec nous, même avec le petit dépassement. On espère vraiment que ça a pu vous aider. Tous ces webinaires checklists, là, on a mis ça en place que cette année, donc ils ont vocation à évoluer, à s'améliorer, à répondre à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des commentaires à faire. Donc, voilà. Et donc, on vous souhaite bon courage pour cette dernière ligne droite. N'hésitez pas à venir nous voir, pas parce que vous avez assisté au webinaire que vous n'avez plus le droit de nous contacter. Vous pouvez toujours nous contacter, nous poser des questions. On est là pour ça. Donc, et puis on espère vous donner rendez-vous nombreux à un prochain webinaire de préparation de l'interview. Et donc, ce qui signifiera que vous aurez passé brillamment la première étape. Tout à fait. Et oui, très bon rappel, si vous êtes convoqué ou que vous accompagnez des personnes qui sont convoquées à l'oral, contactez-nous parce que des fois, la communication avec les ISMEA ne se fait pas aussi rapidement qu'avec les lauréats ou les potentiels lauréats. Donc, n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire que vous êtes invité ou que vous accompagnez une startup qui est invitée ou tout simplement des chercheurs. Donc, voilà. Bah, écoutez, bon appétit pour ceux qui vont manger et bon après-midi aux autres et bon courage. Au revoir. Merci pour tout. Bonne journée. Au revoir. Bonne Merci. journée.